Et pour revenir sur les accords finaux de la COP29, nous sommes en direct de Taza avec Mohamed Bezza, expert international des ressources en eau et ancien cadre supérieur de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Bonsoir. Bonsoir, Madame Noura. Alors, l'accord final, adopté dans la nuit de samedi à dimanche, après 2 semaines de négociations, prévoit un financement de 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour les pays en développement. Cet accord a été vivement critiqué par certains groupes ainsi que par de nombreuses ONG climatiques. Est-ce qu'on peut conclure que la COP29 a été un échec ? Non, pour répondre directement à votre question, je n'irai pas aussi loin. Je n'irai pas aussi loin pour plusieurs raisons. D'abord parce que personne, aucun pays n'est parti satisfait de cette réunion, cette conférence. Tout le monde n'était pas satisfait, ce qui est tout à fait normal. Mais aussi parce que des efforts ont été faits par rapport au passé. C'est un domaine extrêmement difficile. Quand on compare la COP 29 aujourd'hui à la situation d'il y a quelques années, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Des progrès ont été faits d'abord sur l'avancée de la mise en œuvre de l'accord, de la COP en général, donc de la Convention des Nations Unies, mais aussi ce qui se fait dans les pays. N'oublions pas que beaucoup de choses se font dans les pays. D'ailleurs, le secrétaire national, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie a estimé que pour l'an 2024, c'est-à-dire cette année, les investissements dans l'énergie verte vont atteindre 2000 milliards de dollars. Vous voyez? Donc, 2000 milliards de dollars, c'est ce qui aura été investi cette année, 2024, dans l'énergie verte. Ensuite, je vois que déjà pour le financement, il y a eu 3 fois le montant sur lequel il a été l'accord précédent qui parlait de 100 milliards de dollars par an et qui a été mis en œuvre partiellement. Ce n'est pas tout à fait l'idéal, mais ça a été aussi permis à beaucoup de pays de bénéficier des financements. Maintenant, on est passé à 300 milliards de dollars en une année, dit à l'horizon 2035, ce qui est vraiment extraordinaire à mon avis. Bien sûr, l'idéal aurait été qu'il y ait beaucoup plus que ça, mais n'oublions pas quand même que les pays aussi donateurs, ils ont certes une responsabilité vis-à-vis des changements climatiques, et donc c'est les pays riches qui en sont responsables en grande partie, mais aussi il y a une fatigue de ces financements parce que quand même ça fait beaucoup de financements qui sont mis en jeu, mais aussi et malheureusement il n'y aurait peut-être pas les États-Unis, ce qui serait une grande perte, mais l'autre avantage, c'est que les autres pays ont décidé et décideront certainement de continuer sur la voie, même sans l'Amérique. Et donc, pour moi, c'est une avancée assez importante. Ce n'est pas l'idéal, mais la faille, je pourrais dire que le plus grand problème pour cette convention, c'est la faille qui existe entre les pays pauvres et les pays développés, les pays riches, en termes de financement. C'est là où se trouve la grande faille. Cette faille n'a fait que diminuer avec le temps et au moins maintenant, les deux parties parlent ensemble, discutent ensemble et ne se pointent pas des doigts les uns des autres, mais plutôt essaient de résoudre le problème ensemble. Justement, le groupe Afrique, qui espérait 1 300 milliards de dollars pour 2035, a qualifié ce financement de trop faible, trop tardif et même de trop ambigu. Pourquoi cet accord ne répond-il pas aux attentes du continent africain, sachant que c'est le continent qui subit le plus les conséquences du changement climatique? Pardon, madame. Non, allez-y. Je suis parfaitement d'accord. Je connais bien l'Afrique. J'ai sillonné l'Afrique beaucoup et je connais un peu les problèmes. D'abord, les problèmes que vit l'Afrique à cause des changements climatiques. C'est définitivement le continent le plus affecté par les changements climatiques. Nous avons une désertification accrue qui est en train d'avancer vers le sud, donc qui est très proche de l'équateur maintenant vers le sud, mais aussi malheureusement vers le nord.
Et nous sommes pas épargnés en tant que pays nord-africain. Nous sommes très affectés au même titre que les autres pays africains. Donc, ceci d'une part, les pays africains sont très affectés par les changements climatiques, alors que la contribution de l'ensemble des pays africains au gaz, aux émissions de gaz à effet de serre n'est que de moins de 5%. Donc, imaginez un continent qui n'a contribué que de très peu par les émissions de gaz à effet de serre se retrouve, disons, à l'avant des continents qui sont affectés par les changements climatiques, quoique aujourd'hui, les changements climatiques sont de plus en plus généralisés. Mais comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est que les pays africains sont pour la majeure partie des pays pauvres et sous-développés, enfin, pas tout à fait très développés en termes d'infrastructures, en termes de moyens, disons, qui leur permet un peu d'être adaptés au changement climatique, non pas le financement nécessaire, mais en même temps se trouvent donc dans la situation où ils dépendent beaucoup de la coopération internationale, d'où le mécontentement africain est à sa place. Mais je voudrais quand même, je ne passerai pas sans dire qu'il y a des partis, un peu des fois, certains pays, pas tous, mais des individus, parce qu'ils croient que en fait, la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques est une autoroute vers l'argent, alors que ce n'est pas le cas. La Convention, c'est pour vraiment avoir des financements qui soient versés dans l'adaptation, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ils sont conditionnels, c'est des fonds qui sont très conditionnels. Et d'ailleurs, cette convention, enfin, cette réunion de cette fois-ci, la COP 29, a permis de mettre le doigt et d'aller dans les détails pour mettre en place les normes, pour vraiment obliger les différentes parties un peu à être plus rigoureuses et à travailler, à mettre, donc, disons, à mettre le changement climatique vraiment dans leur agenda, parce que il y a des pays, c'est très courant, qui ne font que participer à la conférence, et il faut revenu, il y a très peu qui est fait sur le terrain, alors que c'est vraiment extrêmement important, sans Alors, un effort, disons, soutenu et conjugué de tous les pays du monde. La planète Terre, je ne sais pas ce qui lui arrivera, et d'ailleurs, le risque est toujours là. Tant que l'ensemble des pays ne bougent pas et ne font pas d'efforts. Mais je reste quand même, je reste optimiste pour une autre raison, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. C'est très important. On ne peut pas juste claquer la porte, ne rien faire, euh, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Tout le monde doit travailler ensemble. Pardon. travailler conjointement pour résoudre ces conflits qui sont liés au changement climatique. Et donc, les accords ont été conclus à la COP 29 à Bakou, qui s'est achevée hier. Merci, Mohamed Beza, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert international des ressources en eau et ancien cadre supérieur de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Merci pour votre invitation, madame.